Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Logique sociale, collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Sous la direction de Christian Jeté et Catherine Lanzy, Les territoires de l'intervention à domicile. Regard croisé France-Québec, 2020. Juan Luis Klein et Bernard Pecker-Odir, Les Living Labs, une perspective territoriale, 2020. Sophie Bérou, Armando Boito, Paul Bouffartigue, Andrea Galvao, Dire, Mobilisation du monde du travail. Volume 2. Le Brésil et la France dans la mondialisation néolibérale, 2020. Sophie Bérou, Armando Boito, Paul Bouffartigue, Andrea Galvao, Dire, Changement politique et classe sociale. Volume 1. Le Brésil et la France dans la mondialisation néolibérale, 2020. Georges Jourdam, Au croisement du travail et du politique, l'emploi salarié. Le cas français, Mutation et transformation, 2020. Jacqueline Feldman, Françoise Laborie, 1938 à 2016, Histoire d'une femme en sciences, 2020. Mathieu Sordet, La demande d'asile en France, la pénitence civilisée, 2020. Lionel Clariana, Laïcité, radicalisation et protection de l'enfant. Articulation et enjeux sociopolitiques, 2020. Eguzki Urteaga, L'essor du vote nationaliste basque, 2020. Alexander Maria Leroy, Penser la sexualité des personnes âgées. De Disney à l'EHPAD du XXIe siècle, 2020. Mélodie Genré Dire, L'œuvre du genre, 2019. Gilles Veillemarchisset, La conversion des corps, 2019. Aurélie Netz, Les cercles de femmes, Ritualiser l'identité de genre dans les spiritualités alternatives, 2019. Roland Guillon, La question sociale face à la globalisation, 2019. François Sicot, Coord, Les parcours de soins en psychiatrie au prisme d'une analyse sociologique, 2019. Nicole Lucas et Daniel Ohana, Ces Françaises venues de l'Est, 2019. Dédicace. À mes parents, mon fils, mon épouse, mes frères, sœurs et amis l'ES, à toutes les personnes qui m'ont soutenu au cours de mon parcours. Liste des sigles et abréviations. Liste des sigles et abréviations. AGR, Activité génératrice de revenus. ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. AOF, Afrique occidentale française. BDK, Bloc démocratique de Kédougou. BDS, Bloc démocratique sénégalais. CAOSP, Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. CM2, cours moyen second degré. CICR, Comité international de la Croix-Rouge. CNAMS, Centre national d'action anti-mine au Sénégal. CNGPC, Commission nationale pour la gestion de la paix en Casamance. CONGAD, Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement. CP, Centre psychiatrique. CRAO, Centre régional d'appareillage orthopédique. GRPC, Groupe de réflexion pour la paix en Casamance. HD, Centre pour le dialogue humanitaire. I, Handicap international humanité et inclusion. IMF, Institution de microfinance. ISAD, Initiative solidaire d'action pour le développement. MAC, Mouvement autonome de la Casamance. MFDC, Mouvement des forces démocratiques de la Casamance. MOCAP, Mission d'observation et de contrôle des accords de paix. ONG, Organisation non gouvernementale. PADERCA, Programme d'appui au développement rural en Casamance. PANAV, Programme d'action nationale pour l'assistance aux victimes de mines. PPH,
processus de production du handicap RBC, réhabilitation à base communautaire. RGPHAE, recensement général de la population et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. UDRSO, Union démocratique des ressortissants du Sénégal oriental. UGOVAF, Union générale des originaires de la vallée du fleuve. UNICEF, United Nations of International Children's Emergency Fund. UPS, Union progressiste sénégalaise. TSPT, troubles de stress post-traumatique. Liste des tableaux. Tableau numéro 1. Répartition de la population globale des victimes de mines de la région de Ziguinchor, population mère. Tableau numéro 2. Répartition de l'échantillon d'enquête. Tableau numéro 3. Synthèse du dispositif d'assistance. Tableau numéro 4. Structure impliquée dans l'assistance aux victimes de mines. Liste des graphiques. Graphique numéro 1. Lieu de survenue des accidents de mines. Graphique numéro 2. Dysfonctionnements organiques temporaires causés par les accidents de mines. Graphique numéro 3. Les lésions organiques causées par les accidents de mines. Graphique numéro 4. Les réactions émotionnelles liées aux accidents de mines. Graphique numéro 5. Perception de soi chez les victimes de mines. Graphique numéro 6. L'attitude familiale perçue par les victimes de mines. Graphique numéro 7. Perception du soutien des proches par les victimes de mines. Graphique numéro 8. Comparaison des niveaux d'occupation des victimes de mines avant et après l'accident. Graphique numéro 9. Accès des victimes de mines à l'offre d'assistance. Graphique numéro 10. Appréciation de l'assistance médicale par les victimes de mines bénéficiaires. Graphique numéro 11. Appréciation de la rééducation physique par les victimes de mines bénéficiaires. Graphique numéro 12. Appréciation de la prise en charge psychosociale par les victimes de mines bénéficiaires. Graphique numéro 13. Portée des initiatives d'aide à l'emploi. Graphique numéro 14. Appréciation globale de l'assistance par les victimes de mines. Graphique numéro 15. Prise en compte des besoins d'assistance exprimés par les victimes de mines. Préface. Cet ouvrage est extrait de la thèse de doctorat de M. Ismaïla Séné, soutenue sous ma direction à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il aborde la problématique de l'assistance aux victimes de mines en Casamance. Ces dernières désignent, selon l'auteur, des personnes qui, ayant survécu à une explosion de mines antipersonnelles ou anti-chars, sont atteintes d'une infirmité physique, d'une déficience sensorielle, d'un dommage d'ordre psychologique ou d'un désavantage social causé ou lié à l'accident. Leur assistance se présente comme une réponse politique à leur état de vulnérabilité né de l'usage des mines antipersonnelles et anti-chars, en tant qu'arme de guerre dans le cadre du conflit casamançais. L'ouvrage, qui s'inscrit dans une approche doublement circonscrite dans la sociologie des conflits et la sociologie des politiques publiques, est bâti sur une base théorique et méthodologique riche et cohérente. Il contient 4 parties à travers lesquelles l'auteur démontre une maîtrise parfaite de son sujet, de son terrain ainsi que du processus méthodologique. Dans la première partie, le rappel du contexte d'émergence des mines a permis à l'auteur de circonscrire le cadre de la recherche et de dégager une problématique scientifique qui découle d'une série de constats empiriques. La méthodologie de recherche, basée sur la triangulation des méthodes, est d'une qualité remarquable. La deuxième partie, consacrée à l'analyse de l'évolution historique du conflit en Casamance, aide le lecteur à appréhender la thématique dans laquelle s'insère le sujet abordé, et à comprendre la problématique des mines en Casamance comme la conséquence d'une crise politique durable dont la gestion continue de poser des problèmes. Dans la troisième partie, l'auteur décrit le vécu vulnérabilisant de la situation de handicap liée aux mines antipersonnelles et anti-chars. Cette description met l'accent à la fois sur le profil psycho-émotionnel et le profil socio-économique des victimes, tels qu'ils sont générés par l'accident subi et les désavantages socio-économiques nés du statut de victime. Les préjudices révélés par ce double profil justifient la mise en œuvre d'une assistance multisectorielle et multi-acteurs dont la finalité est en définitive
de compenser, par le biais de l'insertion socio-professionnelle surtout, les désavantages subis par ces victimes. Dans la 4e partie de son ouvrage, l'auteur fait une analyse critique de cette politique d'assistance et démontre, au regard des conclusions qui en découlent, que les mesures de compensation n'ont pas eu les effets escomptés. En effet, l'enquête de satisfaction effectuée par l'auteur démontre un fort degré d'insatisfaction des bénéficiaires vis-à-vis de ces mesures, liées en particulier à un taux élevé de chômage chez la majorité des victimes, lesquelles connaissent, en conséquence, une précarité socio-professionnelle aiguë et une très faible autonomisation socio-économique. Le déploiement d'une approche descendante, le recours à l'intermédiation, l'existence de fausses perceptions sur les compétences et aptitudes des victimes de mines antipersonnelles et anti-chars, ainsi que l'absence d'évaluation qualitative et la posture souvent attentiste des victimes, etc., sont autant de facteurs qui, selon l'auteur, débouchent malheureusement sur la mise en œuvre d'initiatives inadaptées aux besoins et aux préférences de ces dernières mêmes. Au regard de son originalité et de la pertinence des arguments qu'il contient, l'ouvrage de M. Ismaïla Séné présente un intérêt politique et scientifique bien réel. En effet, au plan politique, son analyse pragmatique et sa connaissance approfondie des différentes orientations politiques sur la question étudiée contribuent beaucoup à la production d'un savoir aisément exploitable et susceptible, également, de permettre de résoudre nombreux problèmes liés à la problématique de l'assistance aux victimes de mines antipersonnelles et anti-chars. Les manquements que l'auteur soulève ici et là sont en réalité des pistes de solutions susceptibles de conduire à des améliorations qui pourraient contribuer à parfaire la conduite de la politique d'assistance aux victimes de ces mines en Casamance. Sur le plan scientifique, l'ouvrage, en plus de contribuer à la diversification de la littérature sur la Casamance et même sur le handicap, s'inscrit dans une piste d'analyse nouvelle qui est celle de l'action publique dans un contexte de conflit. Ce faisant, il associe la sociologie des conflits à la sociologie des politiques publiques. On peut également souligner que l'ouvrage s'inscrit dans une nouvelle ère de l'analyse de l'action publique, en situant celle-ci, parfois, hors de la sphère purement étatique et en intégrant, pour ce faire, une diversité d'acteurs dont les relations ne sont pas forcément hiérarchisées et qui concourent à la production des politiques publiques. L'ouvrage rompt de ce fait, avec une tradition qui consiste à analyser les politiques publiques sous le prisme des actions étatiques simplement. Nous conseillons vivement la lecture de cet ouvrage à tous ceux qui s'intéressent au conflit casamançais et à ses conséquences tragiques et dramatiques liées à l'usage des mines antipersonnelles et anti-chars. Professeur Abdoulaye Niang, professeur titulaire des universités. Introduction. Située au sud du Sénégal, séparée du reste du pays par la Gambie, la Casamance se présente comme un long couloir de 360 km d'ouest en est et de 100 km du nord au sud. Elle est limitée à l'ouest par l'océan Atlantique, à l'est par le fleuve Gambie, au sud par les frontières des deux Guinées, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, et au nord par la Gambie. Elle couvre une superficie de près de 30 000 km², soit environ 15% du territoire national, et est constituée d'une population de 1 664 601 habitants, selon les données issues du rapport du recensement général de la population et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage de 2013, ANSD 2014. Du point de vue socio-économique, la Casamance se caractérise par certains traits spécifiques qui font d'elle un territoire à la particularité doublement circonscrite. D'une part, éloignée, difficile d'accès parce que coupée du reste du territoire national par la Gambie, cette région se trouve dans une situation périphérique, du fait de la coupure gambienne, qui handicape son intégration dans les grands pôles d'activités économiques du Sénégal. D'autre part, elle est considérée comme une région naturellement privilégiée, voire mythique, parce que plus verte, plus riche de ses forêts et de ses rizières. Chenot-Loquet, 1994. Au niveau intra-régional, la Casamance est constituée de 3 régions administratives qui se distinguent à travers 3 grands ensembles géographiques. À l'est, la région de Kolda, territoire administratif de la Haute-Casamance, est majoritairement peuplée par les Peuls. Au centre, la région de Sédhiou, territoire administratif de la Moyenne Casamance, est le fief des Mandingues. À l'ouest, la région de Ziguinchor, territoire administratif de la Basse Casamance, est essentiellement constituée de Diola. Malgré l'attraction que peuvent apporter son unité territoriale,
ses particularités physiques et sa diversité socio-culturelle, la Casamance attire plus l'attention à cause de son histoire politique qui est marquée par plus de 3 décennies de conflits armés. Ce conflit, né d'un soulèvement des combattants du mouvement des Forces démocratiques de la Casamance, MFDC, qui ont entrepris de revendiquer l'indépendance politique, a transformé une région jadis considérée comme le poumon économique du Sénégal en une zone instable, aux potentialités inexploitées, Manga, 2014, et abritant une population qui vit désormais avec les dommages d'une tension aux fondements et aux dimensions assez complexes. En plus des habitations détruites, des champs abandonnés et des forêts inexploitées, l'usage des mines comme arme de guerre constitue de nos jours une problématique majeure du conflit casamançais. Celles-ci sont des armes explosives conçues et dissimulées dans le sol pour exploser du fait du contact d'une personne, mine antipersonnelle, d'un char ou d'un véhicule, mine anti-char. Elles sont destinées à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Elles fonctionnent par la pression exercée sur leur plateau d'allumeur par les personnes ou les chars véhicules. Leur explosion entraîne presque toujours des morts et ou des blessés graves. En Casamance, ces mines ont causé d'énormes dégâts sur le plan humain et économique. Un recensement effectué par le Centre national d'action anti-mines au Sénégal, CNAMS, en 2009 situe le nombre de victimes directes blessées par les mines à 554 personnes, dont 418 civils, sans oublier les milliers de morts et de personnes ou les familles indirectement impactées, victimes indirectes par la profusion des mines. Comme nous entendons le démontrer tout au long de cet ouvrage, ces accidents sont des facteurs de vulnérabilisation des victimes de mines. En effet, de par leur caractère brutal, violent et inattendu, les préjudices physiques et psychologiques qu'ils génèrent et les désavantages sociaux qu'ils provoquent, les accidents de mines constituent des événements traumatisants qui mettent les victimes dans un état affectif et un cadre relationnel délicat. Ils ont provoqué, dès les premiers jours, des réactions émotionnelles et des sentiments qui bouleversent la structure psychique des victimes de mines. Chez certaines victimes, cet affect se prolonge dans le temps et génère un sentiment de rupture identitaire qui renforce leur vulnérabilité psychologique et provoque une coupure relationnelle. Dès lors, la focalisation sur la déficience et la comparaison entre la situation actuelle et celle d'avant génère un sentiment de dégradation et d'impuissance qui annihile les capacités de résilience des victimes. Cet état fait impacte négativement sur les chances d'intégration ou de réintégration sociale et ou professionnelle des victimes, obligeant ainsi les pouvoirs publics et leurs partenaires à développer des mesures de compensation. En réalité, la prise de conscience du vécu vulnérabilisant de la situation de victime de mines à travers ses implications physiques, psycho-émotionnelles, sociales et économiques, est à l'origine de la mise en œuvre d'une politique d'assistance qui exprime une réaction politique des pouvoirs publics et des acteurs non gouvernementaux face aux dommages causés par les mines en Casamance. Cette politique d'assistance, tributaire du modèle intégrateur, l'AFOR 2008, renvoie à la mise en œuvre d'initiatives adaptées à l'âge, au sexe et à la situation des victimes à travers une approche globale et intégrée comprenant les soins médicaux d'urgence et les soins prolongés, la réadaptation physique, le soutien psychologique et la participation à la vie sociale et économique. Elle vise, à long terme, la réparation des préjudices subis du fait des mines grâce à une autonomisation complète des victimes de mines et leur participation pleine et effective à la vie sociale, culturelle, économique et politique de leur communauté. Dès lors, compte tenu de la dimension centrale de l'emploi dans l'autonomisation et la réduction de la précarité sociale et économique, des acteurs multiples se sont mobilisés pour promouvoir une assistance porteuse d'inclusion et d'accès à l'emploi. Ce faisant, l'intégration socio-professionnelle s'est déclinée en tant qu'objectif fondamental des initiatives d'assistance développées par ces acteurs que sont le CNAMS, Handicap International, le CICR, l'UNICEF, l'hôpital régional, l'ASVM, le CAOSP de Ziguinchor, le centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor et le PADERCA. De telles initiatives s'articulent autour de 4 piliers qui concourent de manière directe et indirecte à renforcer l'employabilité, l'accès à l'emploi et l'intégration sociale des victimes de mines. Il s'agit de l'assistance médicale, la rééducation physique, la prise en charge psychosociale et l'aide à l'inclusion sociale et l'emploi. L'objet de cet ouvrage est donc d'analyser,
à partir d'une approche axée sur la sociologie des conflits et la sociologie des politiques publiques, la problématique de l'assistance aux victimes de mines en Casamance. Ces dernières sont des personnes qui, ayant survécu à une explosion de mines antipersonnelles ou anti-chars avec laquelle elles ont été en contact, sont atteintes d'une infirmité physique, d'une déficience sensorielle, d'un dommage d'ordre psychologique ou d'un désavantage social causé ou lié à l'accident. L'objectif est donc de faire une analyse critique des mesures de riposte développées pour appuyer leur intégration sociale et professionnelle. Ce travail repose sur une méthodologie mixte articulée autour de 3 instruments fondamentaux que sont la recherche documentaire, l'approche quantitative et la méthode qualitative. Cette démarche de triangulation des méthodes s'est nourrie de 2 principes méthodologiques: la diversification de données et de sources d'informations, et la recherche de la saturation empirique. L'ouvrage est constitué de 4 parties. La première partie présente le contexte de la recherche, sa problématique et la méthodologie utilisée. La deuxième partie analyse, grâce à un rappel politico-historique, le processus d'émergence du conflit casamançais ainsi que les mesures entreprises pour l'endiguer. Elle accorde une attention particulière à l'histoire du MFDC, en tant qu'acteur majeur de la rébellion et de l'histoire politique moderne de la Casamance. La troisième partie, pour sa part, met le focus sur la problématique des mines. Elle présente d'abord une description du contexte de survenue des accidents qui ont été à la base de la situation de victimes de mines avant d'interroger le vécu psycho-émotionnel de cette situation. Enfin, la quatrième et dernière partie procède à un diagnostic minutieux de l'assistance aux victimes de mines à travers une analyse de sa portée et de ses faiblesses. Première partie, contexte, problématique et méthodologie de la recherche. Soubassement théorique et méthodologique de l'ouvrage, cette partie présente la synthèse du protocole de recherche. Elle décline les constats théoriques à partir desquels la conduite de la recherche s'est avérée nécessaire, avant de dégager la perspective empirique dans laquelle s'inscrit l'étude. Elle contient respectivement les chapitres 1, 2 et 3 de l'ouvrage. Le chapitre 1 présente le contexte international et local dans lequel s'insère la thématique abordée. Le chapitre 2 analyse, de manière sommaire, les constats qui ont jeté les bases de la réflexion scientifique tout en présentant le problème et l'intérêt de la recherche. Le chapitre 3, pour sa part, décrit en détail l'approche méthodologique utilisée dans le cadre de la recherche. Chapitre 1 – Contexte de l'étude. Cette étude intervient dans un contexte où, partout dans le monde, les conflits armés se dressent comme des terreaux d'effusion des mines en tant qu'armes de guerre. Que ce soit au plan mondial ou national, il devient difficile de s'intéresser à la thématique des conflits armés sans faire mention de la problématique des mines, devenue de nos jours une préoccupation humanitaire. 1.1. Les mines, un problème mondial. Le rapport 2019 de l'Observatoire des mines fait état, pour la 4e année consécutive, d'un nombre exceptionnellement élevé de victimes de mines dans le monde, malgré la pression exercée sur les belligérants pour qu'ils mettent fin à leur utilisation. En effet, de 3 998 en 2014, le nombre de nouvelles victimes par an a presque doublé pour atteindre 6 897 victimes en 2018. Durant la période de 2014 à 2018, ces engins ont occasionné 34 558 victimes dans le monde. La grande majorité des personnes tuées ou blessées par les mines antipersonnelles sont des civils. 71% des victimes étaient des civils en 2018 et 54% d'entre elles étaient des enfants. Ces victimes ont été majoritairement enregistrées en Afghanistan, 2234, en Syrie, 1465, au Yémen, 596, au Myanmar, 430 et en Ukraine, 325. De nos jours, c'est un total de 60 États et territoires qui ont été contaminés par des mines et les restes explosifs de guerre dans le monde. Depuis que l'Observatoire des mines a commencé à recenser le nombre de victimes en 1999, plus de 122 000 victimes de mines et de restes explosifs de guerre ont été identifiées, dont 86 000 survivants. Pourtant, depuis 1997, l'adoption de la Convention d'Ottawa,
entrée en vigueur en 1999, a doté la communauté internationale d'un instrument juridique contraignant qui interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert des mines. Cette convention recommande également la mise en œuvre de politiques spécifiquement dédiées à l'assistance aux victimes de mines. C'est d'ailleurs conformément aux recommandations de la Convention d'Ottawa que s'est développé un mouvement international qui consacre l'introduction de la problématique des mines dans l'agenda politique international. Cet état de fait s'est concrétisé par le déploiement d'actions concrètes dans le domaine du déminage et de l'assistance aux victimes. Ainsi 20 à 31 États avec un nombre significatif de survivants ont mis en place des plans d'action pour lutter contre les mines, traiter des besoins et promouvoir les droits des victimes de mines à travers un dispositif de coordination qui a été combiné à un mécanisme actif de coordination du handicap, Observatoire des mines 2015. Toutefois, malgré ce dispositif et les efforts qu'il a suscités, la circulation et l'usage des mines continuent d'être monnaie courante dans le monde et notamment dans les pays et territoires où se sont déclarés des conflits armés. Cette situation est en partie rendue possible par le refus de certains pays producteurs de mines, États-Unis, Russie, Chine et Pakistan, de ratifier la Convention d'Ottawa. De plus, l'apparition des mines improvisées, fabriquées à partir d'autres explosifs ou de restes d'explosifs, principalement utilisés par des groupes armés non étatiques, constitue aussi un facteur d'intensification de la contamination. En 2019, l'Observatoire des mines 2019 a également enregistré le plus grand nombre de victimes de mines improvisées depuis la publication de son premier rapport annuel. 3 789 personnes ont été tuées ou blessées par des mines improvisées en 2018, ce qui représente 54% du nombre total de nouvelles victimes enregistrées par Observatoire, 6 897 victimes. Le statu quo que génère un tel état de fait a engendré des dommages multiformes. En effet, en plus de provoquer un bon nombre de décès, les mines sont à l'origine de plusieurs dégâts ayant occasionné la perte d'un ou de plusieurs membres, des plaies abdominales ou de la poitrine, des lésions de la colonne vertébrale, la cécité, la surdité et qui débouchent généralement sur des situations de handicap, Observatoire des mines 2015. Généralement, les victimes de mines sont confrontées à 3 catégories de préjudices qui affectent aussi leur famille. Il s'agit des dommages physiques qui entraînent des dépenses de santé sur le long terme, le préjudice économique comme le manque à gagner lorsqu'une victime ne peut plus travailler et les dommages psychologiques dus au traumatisme, Human Rights Watch 2002. Le constat qu'ici au plan international semble également valable au plan local, et notamment en Casamance où les récentes explosions de mines ayant causé 303 morts et 707 blessés, rappellent l'ampleur du phénomène des mines. 1.2. L'ampleur de la contamination en Casamance. Depuis plus de 303 décennies, la Casamance est le théâtre d'un conflit armé qui oppose le mouvement séparatiste des Forces démocratiques de la Casamance, MFDC, à l'armée sénégalaise. Ce conflit a éclaté en décembre 1982 suite à la répression, par les forces de l'ordre étatique, d'une marche organisée par le MFDC en direction de la gouvernance de Ziguinchor. Depuis cette date, la guerre qui s'est principalement installée dans la région de Ziguinchor a engendré des conséquences désastreuses aussi bien du point de vue socio-économique que de la préservation de l'état de droit. Ces conséquences ont été aggravées par la profusion, à partir de 1991 2010, des mines antipersonnelles et anti-chars qui ont été dissimulées dans plusieurs localités de la Casamance pour défendre une position acquise ou pour piéger un territoire ennemi. Selon l'étude d'urgence sur l'impact des mines en Casamance, Handicap International 2007, la contamination a atteint plus de 41% du territoire régional de Ziguinchor. Elle a affecté l'activité de plus de 62 000 personnes, causant ainsi d'importants préjudices au plan économique et social. Au plan économique, elle a considérablement affecté le développement économique de la Casamance et notamment le secteur agricole. En effet, en raison de la présence des mines, les paysans des localités affectées n'ont plus accès à leurs rizières ni aux arbres fruitiers, orangers, anacardiers, citronniers, manguiers, etc., qui constituent des ressources importantes pour les familles. Les activités de collecte de bois et de cueillette sont également perturbées. Aussi,
les exploitations horticoles, les forêts et les bois de village se trouvent dans un état sauvage, sans entretien et sont la proie des feux de brousse. Certaines ressources ligneuses et non ligneuses font l'objet d'un pillage systématique. La rizière est de moins en moins pratiquée par les populations locales qui optent parfois pour l'exode rural, et la culture arachidière qui constituait l'une des principales sources de revenus dans la région, semble en avoir perdu son lustre d'antan. Cette conjoncture a aussi affecté des secteurs tels que la pêche ou encore le tourisme qui a été particulièrement confronté au ralentissement de ses activités, car la plupart des visiteurs étaient désormais retournés vers la Petite Côte ou Saint-Louis. De même, le secteur du commerce a été également atteint par l'insécurité. Par exemple, le commerce des fruits tels que la mangue et la banane est de plus en plus circonscrit autour des grandes villes. En outre, certaines unités de production industrielle existantes au niveau local ont été fermées, ex-Sochal, et l'État préféra les délocaliser vers la capitale. Cette situation a entraîné un problème d'emploi pour de nombreux jeunes Casamançais, dont l'activité tourna désormais au grand banditisme tel que le vol de bétail et le braquage de voitures sur les routes de Diouloulou et la Transgambienne, Manga, 2014. Globalement, la chute de l'activité économique devient perceptible dans tous les domaines. Dans l'agriculture, de nombreuses terres ont été abandonnées et souvent interdites d'accès. La chute des activités est également perceptible dans l'industrie, où les rares usines de Ziguinchor tournent au ralenti, faute d'approvisionnement suffisant. Quant au commerce, il pâtit de la chute de la production agricole et industrielle. Dans le secteur du tourisme, l'intérieur de la Basse-Casamance a pâti à la fois de l'insécurité et du délabrement du réseau routier. Maroute 2010/240. Cette mauvaise conjoncture généralisée a impacté significativement sur la situation politique régionale et les rapports de la Casamance avec l'État sénégalais. Elle a provoqué une crise de confiance qui affecta durablement les relations entre l'État et les populations locales, ce qui, par ricochet, a retardé le processus d'enrôlement de la région dans le fameux concept d'État-nation, Manga, 2014. D'un point de vue social, on assiste au déplacement de milliers d'individus au fil des années, surtout dans les zones rurales. En raison de l'insécurité liée aux mines et à la menace relative à la présence des forces armées, des populations n'ayant plus accès aux terres pour se consacrer pleinement à leurs activités agricoles ont été obligées de trouver refuge dans les pays frontaliers et dans les villes de Ziguinchor et Bignona. Le nombre de personnes et de familles qui ont été forcées ou contraintes à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel en raison de ce conflit est énorme. Rien que pour la destination Ziguinchor, le nombre de personnes déplacées internes ayant trouvé refuge dans la ville serait compris entre 10 000 et 14 000, IDM-CNRC 2010. Cette forme de migration instinctive, Goudiaby, 2015, obéit à une logique de fuite. Elle s'opère dans un contexte fort contraignant qui restreint fortement toute possibilité de choix. Elle est, en d'autres termes, la résultante d'une démarche de survie ou d'opportunité de voisinage. En quittant leurs villages respectifs, ces familles déplacées sont devenues étrangères dans les villes où elles se sont installées après avoir fui leur espace d'habitation sans terre et sans ressources économiques. Cette situation a contribué au renforcement de la vulnérabilité sociale et économique de ces populations. En effet, la mobilité forcée a accru la pression démographique sur la capitale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.